moi, je suis docteur Laure Rougegré, je suis médecin psychiatre au centre hospitalier d'Arras. Je suis médecin permanente de la cellule urgence médico-psychologique, rattachée au SAMU 62, et j'exerce également dans le service hospitalier du pôle santé mentale en psychiatrie adulte. Donc, je suis le docteur Debac Pierre-Marie, je suis psychiatre ici au centre hospitalier d'Arras, à la clinique Aloïse Corbaz au centre d'accueil de crise, ainsi qu'en psychiatrie de liaison. Alors oui, à mon sens oui, parce que le Covid a énormément développé la prise en charge téléphonique, avec toute la prise en charge de consultations habituelles au centre médico-psychologique par exemple, dont les consultations présentielles ont été annulées et où ont été effectuées des consultations téléphoniques, chose auxquelles on n'est pas forcément habitué. Et du coup, ça a engendré des habitudes de rappel téléphonique de la part de médecins, de la part de psychologues. Et je pense que c'est des pratiques qui vont être gardées parce qu'ils ont permis de garder un lien dans les moments où les patients étaient confinés, où c'était également très compliqué pour eux. Et c'est une activité, je pense, qui va se poursuivre par la suite. Alors, il y avait déjà des dispositifs qui existaient, comme Vigilance, rattaché au SAMU 59, un dispositif de rappel des suicidants. Donc, il y avait déjà dans la région cette culture de l'entretien téléphonique et de la veille téléphonique. Mais là, je pense que ça va se développer en soins psychiatriques généraux. Voilà. Alors non, parce qu'on perd énormément, on perd en clinique, on perd en contact et en alliance, mais ça permet aussi de garder du lien. Les consultations CMP sont des consultations où on va avoir des délais parfois de 2-3 mois parce qu'on a des files actives qui sont énormes, et le rappel téléphonique pour des évaluations de traitement, pour des patients qui vont pas très bien, qui ont besoin de soutien, mais sans pour autant de psychothérapie structurée. Pour ce type de patients-là qui souffrent de troubles mentaux, c'est un outil important qui ne va pas se substituer aux consultations présentielles, mais qui va être un outil supplémentaire. Ça va être une sorte de complémentarité où, en effet, quand, au CMP, donc au centre médico-psychologique, au vu de la file active qu'on peut avoir, c'est vrai qu'on voit les patients au mieux une fois tous les mois et demi, 2 mois, si ce n'est 3 mois. Et là, les entretiens téléphoniques permettent de pouvoir les rappeler entre deux si vraiment voilà, on est inquiet. Enfin, c'est vraiment un peu aussi cette clinique, je pense, de l'inquiétude, de dire bah, voilà, on reste présent. Et donc, c'est un élément complémentaire, je pense, les entretiens téléphoniques. Mais ça ne remplacera pas, enfin pour moi en tout cas, les entretiens présentiels, puisqu'on perd quand même pas mal en clinique. Le fait de voir le patient, de voir aussi comment il se présente, quels sont son faciès, tout ça, c'est vrai que ça, par téléphone, c'est pas possible. Et je pourrais même dire que c'est vrai qu'on n'a pas pu développer ça encore en psychiatrie, mais tout ce qui est visiophone, avec caméra, moi j'ai mis quand même une réserve parce que pour le patient, je trouve que ça peut être vécu aussi comme une intrusion, c'est-à-dire que de voir le patient chez lui, enfin chez lui, c'est quand même son espace personnel. Est-ce que le patient est forcément prêt à ça ou pas? Je ne sais pas. Et moi personnellement, je me mets à la place du patient, je me dis peut-être que ça peut être vécu pour certains, en tout cas comme une intrusion. Et le présentiel permet aussi quelque part aux patients de venir voir le médecin. Et je pense que c'est aussi une démarche qui est intéressante là-dessus. Donc, ce sont des éléments, pour conclure un peu là-dessus, je pense que c'est des éléments qui sont complémentaires, mais l'un ne remplacera pas l'autre. Alors après, je pense aussi qu'il y a un continuum à avoir dans la posture du médecin, de l'infirmier, du psychologue, du soignant en général en santé mentale, c'est-à-dire ce continuum entre la proactivité du thérapeute qui va devoir prendre en charge les choses face à un patient qui va pas bien, qui est débordé émotionnellement, qui est suicidaire, qui est mélancolique, et au mieux il ira après le nécessaire investissement du patient dans les soins. Et donc effectivement, c'est important que le patient, dans le cadre d'une psychothérapie par exemple, puisse faire la démarche lui-même de venir, d'être acteur de sa prise en charge,
A contrario, chez quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, par exemple en situation de crise suicidaire, il est nécessaire que le thérapeute soit proactif. Et dans ces cas-là, par exemple, un rappel téléphonique, imaginons un patient qui vient aux urgences, qui refuse peut-être une hospitalisation pour moult raisons, et pour lesquelles il n'y a pas de nécessité de lui imposer une hospitalisation. Le fait de faire un rappel téléphonique dans cette clinique de l'inquiétude permet au thérapeute d'être proactif, donc ce qui a permis aussi, même dans le contexte du confinement, et de continuer à l'approcher aux soins. C'est vrai qu'on a eu une réorganisation ici même à la clinique Corbaz. On a créé une unité psy-Covid, on va dire ça, voilà, une unité psy-Covid. Donc, c'était une unité pour les patients hospitalisés ici à Corbaz qui développeraient des symptômes du Covid. Donc, pour pouvoir les mettre dans une unité vraiment isolée et éviter un effet une contamination de tous nos patients. Donc avec une équipe qui était dédiée pour cette unité, qui a pu se former avec les collègues du bâtiment principal au niveau Covid. Donc il y a eu cette réorganisation-là. Après, on a quand même continué notre activité de psychiatrie classique pour les patients qui en avaient besoin, que ce soit sur l'unité des soins libres comme l'unité des soins sans consentement. On a pu maintenir cette activité. Alors après, du fait de cette réorganisation, ce qui s'est passé, c'est que l'unité de Covid Psy était sur le service du CAC, du centre d'accueil de crise. Donc de facto, on n'avait plus de lit de crise. Donc cette activité de crise s'est faite dans le service des soins libres, avec du coup une organisation spatiale et fonctionnelle différente. Donc effectivement, on n'avait plus cet outil du CAC. Après, donc il y a eu beaucoup d'activités aussi de recontact téléphonique sur toutes les consultations présentielles qui ont été annulées avec à la place des entretiens téléphoniques. Les activités d'hôpitaux de jour et de CATTP, du centre d'activité thérapeutique à temps partiel, ont été également suspendues, mais avec des choses intéressantes qui ont eu lieu, par exemple la sophrologie par téléphone, pour lesquelles nos collègues étaient parfois un petit peu circonspects, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient. Après, au niveau des urgences, donc l'équipe de psychiatrie de liaison continuait à fonctionner avec un passage moindre aux urgences, mais qui a été proportionnel à ce qui s'est retrouvé au niveau des urgences du centre hospitalier de Daras, même au niveau national, moins de passages numériquement sur les demandes de psychiatrie. Et à côté de ça, on a également ouvert une ligne dédiée aux appels psychiatriques au niveau du SAMU, avec des régulateurs psychiatriques qui prenaient les appels directement au 15 concernant des problèmes psychiatriques. Alors c'est un petit peu particulier parce que nous, du coup, l'équipe des régulateurs psy au SAMU n'existait pas avant. Donc on n'avait pas de chiffres, mais en tout cas nos collègues assistants de régulation médicale au SAMU nous disaient qu'effectivement il y avait une résurgence des appels pour des angoisses, notamment sur les temps de début de soirée et de nuit. On avait beaucoup d'anxiété en lien avec des symptômes somatiques, en lien avec des angoisses liées au confinement, sans forcément le contexte Covid, mais vraiment purement le confinement. Il y a eu aussi beaucoup d'appels en ce qui concernait les violences familiales et violences conjugales, et également des décompensations de patients suivis en psychiatrie qui avaient peur de venir aux urgences, pour lesquels c'était compliqué de garder le lien du suivi, et on a eu beaucoup d'appels de ce type de patients également. Le téléphonique, pour revenir, elle était, je pense, essentielle, puisque c'est vrai qu'il y a eu, nous, on voyait aux urgences psychiatriques, enfin en psychiatrie de liaison, finalement une baisse, comme tu disais, du nombre, numériquement, une baisse des patients. Il y avait des journées où on ne voyait quasiment pas de patients. Je pense par cette crainte, en effet, quand il y avait le confinement, cette crainte d'attraper le Covid aux urgences. Et je pense qu'en effet, cet appel, parce que cette régulation téléphonique psy au SAMU a permis justement quand même de maintenir ce lien
et de ne pas laisser des patients sans recours face à leur angoisse en fait finalement. Oui, tout à fait, elle a montré toute son utilité. Donc nous, on a commencé le 20 mars. Du 20 mars jusqu'au 15 mai, donc on a assuré une permanence de 8h à 20h tous les jours, dimanche et week-end et jours fériés inclus. Là, on est en cours d'élaboration de monter un projet pour demander une pérennisation de cette ligne psychiatrique. Architecturalement parlant, on va dire, il n'existait plus, voilà, c'est sûr. Par contre, c'est vrai que l'activité fonctionnelle du CAC existait toujours au sein d'une autre unité. Il y a eu une fusion temporaire de ce qu'on appelle l'USAP, donc l'unité de soins et d'accompagnement psychiatrique, qui est donc le service de soins libres ici, et donc le centre d'accueil de crise. Voilà, on avait les patients en crise qui allaient en USAP avec une prise en charge de crise qui était adaptée. Alors, la cellule d'urgence médico-psychologique a été mobilisée dans le cadre du contexte Covid avec l'organisation du dispositif de soutien aux soignants. D'accord. Donc uniquement direction des soignants. Il y avait aussi les patients sur la ligne 15 en fait. D'accord, il y avait les deux. Voilà, oui, la CUB était mobilisée sur deux axes différents, donc à la fois cette ligne téléphonique au SAMU et à la fois sur le dispositif de soutien aux soignants en termes de coordination, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont pris part, qui n'étaient pas membres de la cellule d'urgence médico-psychologique, mais qui sont venus... C'est ça, c'est-à-dire que la cellule d'urgence médico-psychologique a donc intervenu sur la ligne 15 aussi, sur le dispositif de soutien aux soignants, et ce dispositif en fait est né, je dirais de façon quand même assez spontanée. Il y a eu une spontanéité de la part de psychiatres, de psychologues aussi finalement, qui ont dû réactiver, qui avaient par exemple une majeure partie de leur activité qui était de la consultation, qui donc ont dû s'interrompre, et donc forcément avec du temps libre, et donc spontanément a été créé ce dispositif de soutien aux soignants, donc qui a regroupé, si je ne me trompe pas, 25 membres. 25 membres, oui, c'est ça. Donc des psychologues, des internes en psychiatrie et addictologie aussi. On a aussi, donc, il y a eu Laure et moi-même en tant que psychiatre, et aussi le docteur Erlu, qui est donc psychiatre addictologue. Donc on a... et 20 psychologues. Et 20 psychologues, oui, bien entendu. Voilà, donc on était 25 à finalement organiser ce dispositif de soutien aux soignants. Donc par binôme, finalement, on a pu aller à la rencontre des différents services qu'on dit en première ligne face au Covid, notamment donc la Réa qui était donc devenue Réa Covid, les différentes unités Covid du centre hospitalier d'Arras, sans oublier aussi les EHPAD, notamment les 3 EHPAD qui sont ici rattachés au centre hospitalier d'Arras, donc Pierre Boll, le Claude Dainville et Longchamp, voilà, j'ai oublié Longchamp, mais également, parce qu'on est quand même un groupe hospitalier, on s'est déployé au fur et à mesure aussi sur les autres centres hospitaliers du GAT en fait, donc sur l'ensemble du centre hospitalier de Bapaume et sur quasiment tout le centre hospitalier du Ternois, c'est-à-dire les sites de Gauchin-Verloin, Saint-Paul-sur-Ternoise et les sites de Frévent en fait. Auxy-le-Château, on n'a pas eu à intervenir puisque on agissait aussi à la demande, et finalement on n'a pas vraiment eu de demande de la part d'Auxy-le-Château. Mais voilà, ça c'est un peu géographiquement parlant. Et comment ça se passait? C'est un binôme qui était dédié pour chaque service ou chaque centre hospitalier, et aller à la rencontre des soignants, donc soit de façon purement informelle, c'est-à-dire sur un temps de pause, d'aller à la rencontre, de discuter avec eux, voir comment émotionnellement ils vivaient les situations, pour pouvoir essayer de ventiler ces émotions, les émotions des soignants, essayer de ventiler les émotions des soignants pour éviter aussi quelque part une certaine forme d'épuisement professionnel, et éviter aussi que finalement ils gardent tout pour eux
et que ça en devienne potentiellement grave derrière. Non, on a fait un lien après avec la médecine du travail. On a fait un lien avec la médecine du travail. Après, il y avait toujours un moyen de communiquer. C'est vrai que moi, personnellement, je suis allé sur Bapom et le site, enfin, le CHU Ternois. J'ai laissé mon numéro de téléphone professionnel dès le départ. Comme ça, parce que forcément, ces temps d'échange étaient de façon groupale. Enfin, c'était vraiment l'ensemble de l'équipe. Et s'il y avait besoin en individuel, parce que voilà, dans un groupe, c'est pas forcément évident d'en parler, mais qu'ils avaient besoin de parler en individuel, ils avaient toujours mon numéro de téléphone perso, enfin perso professionnel, pardon. Et c'était le cas pour l'entièreté des gens du dispositif, des personnes du dispositif. Et donc ce numéro de téléphone, finalement, ils l'ont encore. Et ils ont fait la démarche ? Alors ça dépend des sites. Bapom, on a eu pas mal de demandes individuelles. Sur d'autres, c'est beaucoup plus le groupe suffisait et d'autres individualités étaient nécessaires. Ça, c'est vraiment le principe des maraudes, d'aller voir, d'aller prendre la température, de faire vraiment de l'informel. Encore une fois, on voit la nécessité dans ce contexte-là de la proactivité et d'aller vers. C'est-à-dire que si, à l'issue de cette initiative spontanée majoritairement des psychologues, mais également de psychiatres, si on n'avait pas été vers, si on n'avait pas fait de maraude, je pense que les demandes ne seraient pas arrivées. Alors que finalement, il y a eu un nombre de passages très très important sur les 8 semaines de tenue du dispositif et on voyait qu'on avait besoin d'aller voir les gens. Et une autre chose qu'on a vue, c'est que ce n'était pas forcément les services en première ligne où les agents étaient les plus impactés en termes de débordement émotionnel que les services qui ont été désorganisés. C'est la désorganisation qui a vraiment plus marqué les gens que le fait d'être en première ligne, où finalement ce qu'on a retrouvé, c'est que les personnels qui étaient habitués aux prises en charge réanimatoires étaient dans leur cœur de métier avec leur équipe habituelle, alors avec effectivement un regain d'activité, avec une hausse de l'activité et du coup toute la charge que ça entraîne, mais ils étaient dans leur cœur de métier avec leurs équipes. On a vu aussi que c'était aussi dans les unités où les équipes ont été réorganisées, où les protocoles sanitaires ont complètement désorganisé, dans les EHPAD où il n'y avait plus de visites, où les résidents étaient confinés en chambre, où là forcément c'était beaucoup plus compliqué pour les personnels, avec la perte des repères et avec les difficultés, notamment le sentiment d'impuissance, le sentiment de ne pas réussir à faire, d'être en difficulté dans ces prises en charge qui ont impacté les soignants. Après, en parallèle, il y avait toujours encore la psychiatrie de liaison, donc, qui était inclue dans l'ensemble de ce dispositif, la psychiatrie de liaison donc, qui intervient aussi aux urgences, mais pour l'ensemble des patients du centre hospitalier. Voilà, on a aussi redéployé des moyens, donc avec des infirmiers psy qui ont rejoint temporairement la psychiatrie de liaison pour aller à la rencontre des patients qui étaient en demande, donc, y compris dans les EHPAD, qui étaient en demande d'un soutien psychologique face à l'angoisse liée au confinement. Alors ça, c'était le troisième axe du dispositif Covid psychiatrique, donc la ligne SAMU, le dispositif de soutien aux soignants et le dispositif de soutien aux familles. On avait un trinôme de psychologues qui était dédié au rappel téléphonique, à la fois des familles endeuillées du Covid, mais également au rappel systématique de toutes les familles de patients hospitalisés en unité Covid. Donc toutes ces familles, alors une personne par famille, évidemment, on ne pouvait pas appeler l'entièreté de la famille, mais une personne a été appelée à chaque admission de leurs proches en unité Covid et ce trinôme de psychologues était à leur disposition soit pour faire des recontacts téléphoniques, soit pour que les familles puissent les recontacter au besoin. D'accord. Il y a eu 115 appels effectués aux familles. Il y a eu plusieurs phases. Moi, je trouvais que au début, on a vraiment eu un creux
en termes d'activité en intra, enfin en hospitalisation sur corps base. Alors après, je pense qu'il y a aussi une part, enfin, comment dire, la qualité de soins était elle restait là, mais c'est le confort de l'hospitalisation, parce que c'est vrai que les visites avaient été interdites, donc c'est vrai que je pense que ça pouvait rebuter certains patients à être hospitalisés et dire bah, finalement je vais me saisir d'autres moyens, donc la ligne 15 ou du recontact téléphonique via les consultations. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce creux au début, après aussi l'effet je pense du confinement qui, comme tu disais Aurine, c'est finalement numériquement comme au bâtiment principal, il y a eu une baisse de l'hospitalisation. Nous c'est vrai qu'en psychiatrie on l'a senti aussi. Et puis plus on avançait, plus finalement l'activité reprenait avec, par exemple sur des situations de crise, forcément, on voyait de nouveaux patients dont le confinement, cette période de crise sanitaire a été un élément déclencheur d'une situation de crise finalement. C'est vrai que des violences intrafamiliales, enfin des violences conjugales, forcément quand vous vous retrouvez confiné pendant 2 mois, il y a des exacerbations de ces violences-là. Des angoisses aussi, on a eu quelques patientes aussi dont le motif d'hospitalisation était angoisse liée au Covid finalement, donc une résurgence un peu d'éléments anxieux dont le Covid a été l'élément déclencheur. Consommation d'alcool aussi, consommation d'alcool qui ont été nettement majorées avec des alcoolisations qui étaient beaucoup plus importantes et qui ont aussi acutisé des troubles sous-jacents, des situations conflictuelles au domicile, avec aussi une majoration des passages à l'acte. Une plus grande. Les patients qui sont là depuis, c'est vrai que les patients donc dans les unités de réhabilitation psychosociale, finalement ils n'ont pas été confinés en chambre. Ils n'ont pas été confinés en chambre. On a toujours donc les chambres à l'étage ici sur la clinique et les lieux de vie qui sont au rez-de-chaussée avec la cafétéria, avec le self et le lieu de vie dans le service avec le jardin. Ces lieux-là n'ont jamais été fermés, les patients n'ont jamais été confinés en chambre. Après, pour beaucoup de ces patients-là, c'est des gens qui ont moins de visites, donc la suspension des visites les a moins impactés que les patients hospitalisés en unité d'accueil pour des situations de crise. Alors après, on travaille ni l'un ni l'autre dans ces unités, mais la vie, l'activité s'est maintenue pour eux. Il n'y a pas eu, donc, je pense qu'ils n'ont pas vraiment senti un grand changement finalement. Alors, certains oui, parce qu'ils avaient quand même le droit des fois des permissions, pouvoir sortir un peu en ville, tout ça, là c'est sûr que ça a dû être restreint, mais l'impact je pense a été assez minime par rapport à d'autres patients en effet sur les unités d'accueil. Donc c'est vrai que je pense que les soins pour eux ont continué, enfin la vie a continué assez naturellement. Le sentiment général, c'est aussi que la vie reprend et que chacun reprend un peu ses activités en bonne intelligence. En tout cas, mon sentiment, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience que le virus reste là, avec des ajustements qui restent nécessaires, le masque, la distanciation sociale, la bonne hygiène des mains. Mais en tout cas, il n'y a plus de... En tout cas, vraiment en tableau aigu et flamboyant, on n'a plus de manifestations anxieuses paroxystiques en lien avec ça. Et donc... Pas tout à fait. Là, actuellement, donc, les visites au niveau de la clinique sont des visites qui sont programmées sur des durées de 30 minutes avec ici sur les unités au rez-de-chaussée
les visites qui se passent au niveau de la cafétéria, donc 4 visites simultanées sur des créneaux de 30 minutes, ce qui donne à chaque patient la possibilité de n'avoir qu'une seule visite par semaine. Donc ça c'est quand même un gros changement. Les permissions ça reprenne. Après sur les activités, le centre d'activité thérapeutique à temps partiel reste toujours fermé en présentiel, donc avec les consultations téléphoniques qui ont lieu, mais sans activité. Alors c'est des activités de groupe aussi, hein, donc ça qui ne sont pas encore reprises. La crise architecturalement a rouvert. On a d'abord ouvert on a normalement 8 lits, donc là on a ouvert à 4 lits. Et maintenant nous sommes à 7 lits plus un lit mutualisé, donc on va dire on a repris quasiment de façon normale, quoi, quasiment. Ils sont occupés actuellement? Là, pour l'instant, comme on a ouvert là depuis très peu de temps à 7 lits, on est encore à... Puis aujourd'hui, de toute façon, oui c'est ça, depuis aujourd'hui on a ouvert à 7 lits. Donc là on est encore en 4 patients, enfin voilà, mais quand on est à 4 lits, disons que c'est habituel, hein, comme... C'est habituel. Après c'est vrai que le centre de crise en soi, il n'y a pas vraiment de rythme. Ça peut aller, un jour on est à 7 et puis le lendemain 2, puisque le turnover est encore assez très, très important au niveau du turnover. C'est 2-3 jours d'hospitalisation, donc ça peut aller très vite. Oui. Pratique professionnelle, je pense que je retiendrai moi personnellement, je retiendrai de cette crise des rencontres, notamment, professionnelles, puisque j'étais beaucoup à la rencontre des EHPAD et des services de soins de suite et de réadaptation, donc finalement des corps de métier proches et en même temps éloignés, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la façon de pratiquer la médecine. Et ça a été des rencontres et en même temps pouvoir voir aussi que les soignants de façon générale ont fait preuve d'une grande souplesse, une grande adaptabilité, ont su faire face, et que finalement je retiens ces choses positives, de dire que finalement le français a beau être râleur, tout ce qu'on veut, face à une crise telle que celle-ci, je trouve qu'il n'y a pas eu personne n'a rechigné, chacun a mis aussi du sien. Alors, on parle ici beaucoup des soignants, parce que forcément on est à l'hôpital, mais c'est vrai que même dans la vie personnelle, il ne faut pas oublier que tous ceux qui ont pu... tous ceux qui ont continué à assurer les services publics, quels qu'ils soient, ou aussi nos hôtesses de caisse, quand on rentre du boulot, on est bien content d'avoir notre supermarché ou notre épicerie qui est ouverte, et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, en tout cas, cette adaptabilité du français, que le français n'est pas uniquement râleur. Alors pour ma part, donc moi je suis psychiatre de CUMP, donc habituée aussi à travailler dans des situations de crise, mais des situations de crise qui sont vécues toujours à l'extérieur. Et c'était la première fois que je vivais une crise dans mon établissement. Et donc là, la perte de repères a été vraiment très, très marquée, très compliquée aussi. Du coup, moi, ce que j'ai noté, c'est cette mobilisation. Hein, je parle du dispositif de soutien aux soignants. La mobilisation qu'il y a eu, on était l'un des dispositifs quand même les plus conséquents de la région, et la capacité à pouvoir s'organiser et à pouvoir travailler de façon complètement différente de ce qu'on fait d'habitude. Alors je pense notamment à mes collègues psychologues, habitués à recevoir leurs patients dans un cadre précis, et là qui se sont retrouvés à faire des débriefings, donc des prises en charge de groupes, à animer des groupes, ce qui n'est pas évident, ou faire des maraudes, principe que beaucoup ne connaissaient pas, avec cette démarche proactive ou en psychiatrie ou dans les autres services où des psychologues interviennent. On est habitué à laisser émerger la demande du patient et à le laisser acteur de sa prise en charge. Là, on a pris vraiment une position, un revers d'aller vers, alors ce qui pouvait sembler très contre-intuitif au début, et finalement on a vu que ça marchait, qu'il y avait besoin, et que le système s'est vraiment structuré au fur et à mesure, et que
On a été bien efficace. Alors, la psychiatrie, non, parce que là, on est intervenu dans une situation de crise qui n'était pas une situation psychiatrique. C'est-à-dire que le soutien aux soignants, c'était du soutien. C'était pas de la psychiatrie. Donc c'était une intervention de crise pour lesquelles on avait des connaissances cliniques, voilà, pour lesquelles ponctuellement on a mis quelques traitements en place, mais on n'était pas dans la psychiatrie. Et donc effectivement, cette adaptabilité dont tu parlais, Pierre-Marie, elle s'est retrouvée là, parce qu'on s'est retrouvé à mener des interventions de crise hors champ psychiatrique. Et énormément de collègues psychologues, psychiatres internes qui sont intervenus n'avaient pas forcément d'expérience dans ces interventions de crise, et elles ont su, je dis elles parce que c'était majoritairement des femmes, il y a aussi des hommes, ils ont su. Frédéric. Langage inclusif, donc elles ont su s'ajuster. On faisait des réunions aussi tous les lundis, ce qui a permis aussi une cohésion des différentes personnes du dispositif. Et ouais, ça c'était quand même une grande fierté d'avoir su mener tout ce groupe et puis les amener à faire des interventions de maraude ou des briefings qui étaient parfois à l'opposé des pratiques habituelles. Merci beaucoup. Merci. Merci.